Retourne nettoyer les outils, petite. Les hommes vont s'occuper des vraies machines. La voix de Gérard Bertrand a claqué dans l'air matinal de Bourgogne comme un coup de fouet, assez forte pour que les 20 employés rassemblés autour du tracteur immobilisé se retournent d'un bloc. Élise Moreau, 19 ans, 1300 € par mois, orpheline depuis 3 ans, a senti cette chaleur familière monter dans son cou, cette humiliation qu'elle connaissait trop bien. Mais cette fois, au lieu de baisser les yeux comme on attendait d'elle, elle a levé le regard droit dans les yeux de cet homme de 63 ans qui possédait 860 hectares de terre, 3 millions d'euros de machines et une arrogance si grande qu'elle étouffait tout le monde autour de lui. « Monsieur Bertrand » a-t-elle dit d'une voix calme qui a surpris tout le monde, y compris elle-même. Le capteur de pression du système Common Rail est mal calibré. Ce n'est pas une panne moteur, c'est une erreur de diagnostic. Le silence s'est abattu comme une chape de plomb. Bertrand a cessé de sourire. Les rires nerveux des autres hommes se sont étranglés dans leur gorge. Parce qu'Élise venait de contredire non seulement son patron millionnaire, mais aussi le diagnostic officiel d'un technicien John Deere, certifié, qui avait déclaré la veille que ce tracteur de 475 000 € était en perte totale, condamné, irréparable, sans 140 000 € de pièces et 4 mois d'attente. Qu'est-ce que tu racontes? La voix de Bertrand tremblait maintenant, quelque part entre la fureur et l'incrédulité. Tu oses contredire un expert qui a 20 ans d'expérience? Toi, une gamine qui nettoie les outils? Et c'est là, dans ce champ de blé bourguignon baigné par le soleil de septembre, que tout a basculé. Parce qu'Élise a regardé cet homme puissant droit dans les yeux et a dit les mots qui allaient changer sa vie et celle de dizaines d'autres personnes. Donnez-moi 1 heure, seul avec le tracteur, juste 1 heure. Si je me trompe, vous me virez. Si j'ai raison, vous économisez 140 000 € et vous apprenez que le talent n'a ni âge ni genre. Le défi était lancé. Et personne, absolument personne, n'était préparé à ce qui allait se passer dans l'heure suivante. Si vous croyez que les femmes méritent le respect dans tous les domaines, que l'expérience vaut plus qu'un certificat et que l'humilité devrait toujours primer sur l'arrogance, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant ». Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires vraies qui touchent le cœur et restaurent la foi en l'humanité. Et commentez en bas pour me dire d'où vous nous regardez aujourd'hui, de quelle région de France ou du monde francophone vous suivez ces récits de dignité reconquise. Mais pour comprendre comment Élise Moreau, cette jeune femme de 19 ans aux mains calleuses et aux vêtements tachés d'huile, a osé défier publiquement l'homme le plus puissant de la région, il faut revenir en arrière. Il faut comprendre qui elle était vraiment. D'où venait cette assurance tranquille qui brûlait dans ses yeux verts malgré les années de perte et d'humiliation? Élise Moreau avait exactement 19 ans et 4 mois ce matin de septembre 2023. Ses mains portaient les marques d'un travail qu'elle faisait depuis l'enfance. Callosité sur les paumes, ongles courts, toujours tachés de graisse malgré le savon industriel, une petite cicatrice blanche sur le pouce gauche datant du jour où elle avait appris à souder à l'arc à l'âge de 12 ans. Elle mesurait 1,68 m, portait ses cheveux châtains attachés en queue de cheval serrée pour qu'ils ne gênent jamais pendant qu'elle travaillait sous les machines, et ses yeux verts avaient cette clarté particulière des gens qui ont pleuré beaucoup mais ont choisi de ne plus pleurer. Ce matin-là, elle portait une salopette bleue trop grande, héritée de son père, avec des taches d'huile moteur qui ne partiraient jamais malgré 100 lavages, un t-shirt gris foncé en dessous et des bottes de sécurité Caterpillar achetées d'occasion sur le marché de Beaune 3 ans plus tôt. Son salaire à la ferme Bertrand était de 1 300 € net par mois, le minimum légal, pour 45 heures de travail hebdomadaire, parfois 50 pendant les périodes de récolte. Elle vivait seule dans un petit studio au-dessus du garage communal de Saint-Romain, village de 840 habitants, payant 420 € de loyer qui engloutissait presque le tiers de son revenu. Élise était née à Chalon-sur-Saône, fille unique de Michel Moreau, un mécanicien agricole légendaire dans toute la Bourgogne, et de Claire Moreau,
enseignante de mathématiques décédée d'un cancer quand Élise avait 8 ans. Michel Moreau, son père, était ce qu'on appelait dans le métier un magicien des machines, sans diplôme d'ingénieur, sans formation académique supérieure, juste un CAP de mécanique obtenu en 1992. Cet homme pouvait diagnostiquer une panne complexe simplement en posant sa main sur un capot vibrant, en écoutant le son d'un moteur, en sentant l'odeur d'une huile qui chauffait anormalement. Les grands propriétaires terriens le faisaient venir de partout, parfois de Mâcon, parfois de Sens, parfois même de régions limitrophes comme la Franche-Comté, parce qu'il résolvait ce que les ingénieurs formés à l'école ne comprenaient pas. Il avait refusé des postes chez Renault Agriculture, mais chez Claas, chez New Holland, préférant rester indépendant, travailler dans son petit atelier de Châlons où il réparait aussi bien des vieux tracteurs Renault des années 70 que les machines agricoles modernes équipées d'électronique GPS et de systèmes hydrauliques pilotés par ordinateur. Élise avait grandi dans cet atelier qui sentait le gasoil, l'huile de ricin et le métal chauffé. Dès l'âge de 6 ans, elle accompagnait son père le samedi matin, s'asseyait sur un vieux bidon d'huile retournée et le regardait travailler pendant des heures. Michel lui expliquait tout, patiemment, avec des mots simples adaptés à son âge d'abord, puis avec des termes de plus en plus techniques au fur et à mesure qu'elle grandissait. Tu vois, Élise, un moteur diesel, c'est comme un cœur qui bat. Si le rythme n'est pas bon, si le sang ne circule pas bien, tout le corps souffre. Pareil pour un tracteur. Si le gasoil n'arrive pas propre, si la compression n'est pas bonne, si l'air n'entre pas correctement, le moteur meurt. À 8 ans, elle savait déjà faire une vidange complète. À 10 ans, elle pouvait diagnostiquer un injecteur bouché rien qu'au son du moteur. À 12 ans, elle démontait et remontait un alternateur Bosch sans regarder le manuel. À 14 ans, elle réparait des systèmes hydrauliques Fendt que des mécaniciens certifiés ne comprenaient pas. Michel disait toujours à qui voulait l'entendre « Ma fille a des mains d'or et une oreille absolue pour les machines. Elle ira plus loin que moi. » Mais la vie a basculé le 17 mars 2020, quand Élise avait 16 ans et demi. Michel Moreau est mort d'une crise cardiaque massive dans son atelier, à 52 ans, en plein milieu de la réparation d'une moissonneuse-batteuse Massey-Ferguson. C'est Élise qui l'a trouvé, étendue sur le sol en béton froid, la clé à molette encore dans la main droite, les yeux ouverts, fixant le plafond de tôle. Les ambulanciers ont dit qu'il n'avait pas souffert, que c'était instantané, mais pour Élise, le monde s'est arrêté ce jour-là. Elle avait déjà perdu sa mère à 8 ans, et voilà qu'elle perdait son père, son professeur, son héros, la seule personne au monde qui croyait en elle. L'atelier a dû être vendu pour payer les dettes que Michel avait accumulées en refusant d'augmenter ses tarifs pour aider les petits agriculteurs en difficulté. Élise s'est retrouvée seule, sans famille proche, les grands-parents paternels étant décédés et la famille maternelle ayant coupé les ponts après la mort de Claire. Placée brièvement chez une tante éloignée qui ne voulait pas vraiment d'elle, Élise a obtenu son émancipation à 17 ans, a terminé tant bien que mal son lycée professionnel et a cherché du travail comme mécanicienne. Mais partout où elle se présentait, on lui riait au nez. Une fille mécanicienne à 17 ans, sans expérience officielle. Tu rêves, petite. Elle a enchaîné les refus, 10, 15, 20 entreprises qui ne prenaient même pas la peine de lire son CV quand elle voyait qu'elle était une femme. Finalement, à 18 ans, désespérée, elle a accepté le poste à la ferme Bertrand, non pas comme mécanicienne officielle, mais comme aide-atelier, c'est-à-dire la personne qui nettoie les outils, range le matériel, passe le balai et accessoirement aide sur les réparations les plus simples quand on daigne lui demander. Le salaire était minimal, le respect inexistant, mais c'était mieux que rien. Élise s'est dit qu'elle prouverait sa valeur avec le temps, que ses compétences finiraient par être reconnues. Elle gardait précieusement dans sa chambre la vieille mallette à outils de son père, avec ses tournevis Facom marqués à son nom, sa clé dynamométrique Norbar calibrée à la perfection, et surtout
son carnet de notes manuscrites où Michel avait consigné 40 ans de diagnostics, d'astuces, de solutions à des pannes que personne d'autre ne savait résoudre. Et maintenant, face à elle, dans ce champ de Bourgogne, se tenait l'homme qui incarnait tout ce contre quoi elle luttait depuis 1 an et demi. Monsieur Gérard Bertrand, 63 ans, était ce qu'on appelle dans la région un grand propriétaire terrien. Sa famille possédait des terres en Bourgogne depuis le XVIIIe siècle. 6 générations de Bertrand qui s'étaient transmis le domaine, l'avaient agrandi, modernisé. Gérard lui-même avait hérité de son père en 1995 et dirigeait maintenant une exploitation de 860 hectares de terres cultivables, principalement du blé, de l'orge et du colza, avec un chiffre d'affaires annuel approchant les 2 300 000 €. Il possédait une flotte de machines agricoles d'une valeur totale de presque 3 millions d'euros. 4 tracteurs John Deere, dont le fleuron était ce 8R 410 de 450 chevaux, achetés neufs en 2022 pour 475 000 €. 2 moissonneuses-batteuses classe Lexion, un pulvérisateur Amazon automoteur, 3 semoirs de précision Wederstad, sans compter les remorques, les outils de travail du sol, les systèmes d'irrigation. C'était un homme grand, 1,90 m, large d'épaules, avec des cheveux gris coupés courts, toujours habillé avec des chemises Ralph Lauren, un pantalon de toile beige, des chaussures de ville même quand il inspectait les champs, et sa montre Rolex Submariner en acier qui brillait à son poignet gauche, achetée 52 000 € lors d'un voyage d'affaires à Genève. Gérard Bertrand avait fait des études d'agronomie à l'Institut de Beauvais, était ingénieur agronome diplômé, membre de la Chambre d'agriculture régionale, conseiller municipal de sa commune. Il parlait souvent de ses diplômes, de ses connaissances techniques, de sa vision moderne de l'agriculture. Mais derrière cette façade de compétences et de réussite, il cachait des failles profondes. Il avait divorcé 2 fois, ses enfants ne lui parlaient plus, sa fille aînée l'ayant coupé de sa vie, après qu'il eut refusé qu'elle reprenne l'exploitation, parce qu'une femme ne peut pas gérer une ferme de cette taille. Il vivait seul dans sa grande maison bourgeoise de pierre blonde, avec ses 8 pièces qu'il n'occupait plus, ses photos de famille où il souriait avec une épouse qu'il avait quittée et des enfants qui ne répondaient plus à ses appels. Son arrogance était devenue sa cuirasse, sa façon de compenser cette solitude qu'il refusait d'affronter. Il méprisait les gens venus de nulle part, ceux qui n'avaient pas de diplôme, ceux qui n'étaient pas propriétaires, et surtout, profondément, viscéralement, il méprisait les femmes dans les métiers techniques, convaincu que la mécanique, l'agriculture lourde, la gestion de machines, tout cela était affaire d'hommes. La ferme Bertrand employait 23 personnes à temps plein, 15 ouvriers agricoles, 4 chauffeurs spécialisés pour les grosses machines, 3 mécaniciens officiels et Élise, l'aide atelier qu'on ne comptait pas vraiment. L'atelier principal était un bâtiment moderne de 600 mètres carrés, construit en 2018, équipé des derniers outils de diagnostic électronique, d'un pont élévateur capable de soulever 30 tonnes, de compresseurs d'air industriels, de postes de soudure Tige et MIG, et d'un stock de pièces détachées d'une valeur de 75 000 €. Les 3 mécaniciens en titre, tous des hommes entre 40 et 55 ans, avaient des certificats, des formations continues payées par Bertrand, des salaires de 2 200 à 2 600 €. Il regardait Élise avec ce mélange de condescendance et d'agacement, comme si sa simple présence dans l'atelier était une insulte à leur profession. Le tracteur John Deere 8R 410 était le joyau de la ferme, la machine la plus puissante, celle utilisée pour les travaux les plus exigeants, labour profond, travail du sol lourd, traction des plus gros outils. Acheté 475 000 € en juillet 2022, c'était un monstre de technologie moderne. Moteur de 6 cylindres en ligne, PowerTech PSS de 13 litres 5, développant 410 chevaux, transmission automatique, Autopower avec variation continue, système GPS intégré pour le guidage automatique, cabine pressurisée avec climatisation, écran tactile de contrôle,
command center, suspension pneumatique, 4 roues motrices avec système de gestion de patinage, poids total de 15 tonnes. Cette machine représentait l'équivalent de 3 ans de salaire d'Élise. Et en cette mi-septembre 2023, en pleine période de labour, avant les semis d'automne, elle était arrêtée, immobile au milieu d'un champ de 80 hectares qui devait absolument être préparé avant les pluies d'octobre. La panne avait commencé 3 jours plus tôt. Le tracteur s'était mis en mode sécurité, le moteur passant automatiquement en régime réduit. Un message d'erreur critique s'affichant sur l'écran. Défaillance système injection. Arrêt immédiat requis. Les mécaniciens de la ferme avaient branché l'outil de diagnostic électronique, lu les codes d'erreur, fait venir un technicien John Deere de Dijon qui avait passé une journée entière sur la machine. Le diagnostic officiel était tombé comme un coup près. Défaillance irrémédiable du système d'injection Common Rail, contamination totale du gasoil, endommagement probable de l'ensemble moteur. Réparation estimée à 140 000 €, délai de 4 mois pour les pièces venues des États-Unis. Recommandation. Déclaration en perte partielle auprès de l'assurance. 140 000 €. 4 mois d'immobilisation. En pleine saison. Avec 80 hectares qui devaient être labourés maintenant immédiatement, sinon toute la campagne de semis d'hiver serait compromise, risquant des pertes de récolte évaluées à plus de 200 000 €. Monsieur Bertrand était dans un état de fureur froide. Il avait déjà contacté son assureur, préparé les papiers pour la déclaration de sinistre, commandé en urgence un tracteur de remplacement en location chez Kuhn à un tarif de 3 000 € la semaine et cherchait comment accélérer la réparation ou obtenir un tracteur d'occasion équivalent, ce qui signifiait encore 400 000 € à débourser. C'était dans ce contexte tendu, avec le technicien John Deere, reparti la veille en laissant son rapport écrit, confirmant la perte partielle, que ce matin-là du 20 septembre 2023, tous les employés avaient été convoqués près du tracteur immobilisé. Bertrand voulait expliquer la situation, annoncer le plan d'action et surtout démontrer qu'il maîtrisait la crise. Les 23 employés étaient là, formant un demi-cercle autour du tracteur géant, qui se découpait contre le ciel bleu de Bourgogne. Ses 4 roues énormes plantées dans la terre fraîchement retournée, sa cabine vitrée reflétant le soleil matinal. Élise était là aussi, en retrait, comme toujours. Elle n'avait pas été explicitement invitée, mais les convocations orales incluaient tout le personnel de l'atelier. Elle se tenait à l'écart du groupe principal, les mains dans les poches de sa salopette, écoutant M. Bertrand expliquer d'une voix forte la situation technique, le diagnostic du technicien certifié John Deere, l'impossibilité de réparer dans des délais raisonnables, la nécessité de louer un tracteur de remplacement. Puis, comme pour détendre l'atmosphère pesante, quelqu'un avait fait une remarque, quelque chose comme « c'est dommage qu'on n'ait pas un miracle ici », et un autre avait répondu en riant « ou une petite fée qui répare les tracteurs ». Et les regards s'étaient tournés vers Élise, d'abord par hasard, puis avec cette ironie méchante qui naît dans les groupes quand quelqu'un devient la cible facile. « Et Élise, tu veux pas essayer de réparer le John Deere ?» avait lancé Marc, un des chauffeurs, déclenchant des rires. « Ouais, la petite va nous montrer ce que les ingénieurs John Deere n'ont pas vu », avait ajouté Didier, un des mécaniciens en titre. Et c'est là que M. Bertrand, sentant l'occasion d'affirmer son autorité tout en se moquant, avait pointé son doigt vers Élise avec ce sourire narquois que prennent les gens sûrs de leur supériorité. Et c'est là qu'il avait prononcé ces mots qui allaient déclencher la confrontation la plus importante de sa vie. « Retourne nettoyer les outils, petite. Les hommes vont s'occuper des vraies machines. » Les rires avaient éclaté, 20 hommes hilars, certains se tapant sur les cuisses, d'autres hochant la tête comme pour dire « elle l'a bien cherché ». Élise avait senti cette chaleur familière monter dans son cou, cette humiliation qu'elle connaissait depuis 1 an et demi qu'elle travaillait ici, cette sensation d'être invisible, incompétente, juste une présence tolérée qui nettoyait ce que les vrais mécaniciens salissaient, mais cette fois, quelque chose était différent.
Cette fois, elle avait passé la nuit précédente à lire le carnet de son père, à revoir ses notes sur les systèmes d'injection Common Rail, à se souvenir de cette panne similaire qu'il avait résolue en 2018 sur une moissonneuse classe. Alors, au lieu de baisser les yeux et de partir comme on attendait d'elle, Élise a levé le regard, a marché lentement vers le tracteur, et d'une voix calme mais claire qui a porté dans le silence soudain, elle a dit « Le capteur de pression du système Common Rail est mal calibré. Ce n'est pas une panne moteur, c'est une erreur de diagnostic. » Le silence s'est installé, épais, presque palpable. Monsieur Bertrand a cessé de sourire. Les rires se sont étouffés comme des bougies qu'on souffle. Marc a froncé les sourcils. Didier a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. 20 paires d'yeux fixaient maintenant la jeune femme qui osait contredire non seulement son patron, mais aussi le diagnostic officiel d'un technicien certifié venu de Dijon avec ses 20 ans d'expérience et ses ordinateurs de diagnostic, dernier cri. « Qu'est-ce que tu racontes ?» a fini par demander Bertrand, mais sa voix avait perdu de son assurance. Le rapport du technicien John Deere est formel. Contamination du système, défaillance irrémédiable. Élise a posé sa main sur le capot avant du tracteur, là où, sous la tôle, battait le cœur mécanique de la machine, ce moteur de 13 litres 5 qui aurait dû rugir, mais restait silencieux. Les moteurs PowerTech PSS de cette génération ont un défaut connu sur les capteurs haute pression du rail Common Rail. Quand ils se dérèglent, ils envoient des données erronées à l'ECU, l'ordinateur de bord, qui met automatiquement le moteur en mode sécurité en pensant qu'il y a contamination. Mais il n'y a pas de contamination réelle, c'est juste le capteur qui ment. Elle parlait maintenant avec plus d'assurance, puisant dans les souvenirs de son père, dans toutes ses conversations du samedi matin dans l'atelier qui sentait l'huile. Mon père a résolu exactement cette panne, en 2018 sur une Lexion 740. Le diagnostic officiel disait remplacement complet du système d'injection. 90 000 € de réparation. Il a changé le capteur, 350 € de pièces, 2 heures de travail. La machine a tourné 6 ans après, sans problème. Monsieur Bertrand a regardé ses mécaniciens, cherchant du soutien, une confirmation que cette fille disait n'importe quoi. Mais Didier, le plus expérimenté des trois, avait l'air troublé. C'est vrai que les Common Rail dernière génération ont eu des problèmes de capteurs. J'ai lu quelque chose là-dessus dans une revue technique. Mais comment elle peut savoir ça? Jean-Pierre, le deuxième mécanicien, a haussé les épaules. De toute façon, le technicien John Deere a fait tous les tests, il sait ce qu'il fait. Mais Bertrand, malgré son arrogance, n'était pas stupide. Il avait entendu parler de Michel Moreau. Tout le monde dans le milieu agricole bourguignon connaissait ce nom. Ton père, Michel Moreau, c'était lui. Élise a hoché la tête. Oui, il m'a tout appris. Un instant, très bref, quelque chose a changé dans le regard de Bertrand. Puis, son masque d'arrogance est revenu. Même si ton père était bon, ça ne fait pas de toi une mécanicienne. Et tu vas contredire un diagnostic officiel? Le rapport est là, noir sur blanc. Élise a respiré profondément. Elle savait qu'elle jouait gros, que si elle se trompait, elle serait virée sur le champ, humiliée définitivement. Mais elle savait aussi, avec cette certitude qui vient de l'amour d'un métier transmis par un père adoré, que le diagnostic était faux. Donnez-moi 1 heure, seul avec le tracteur, juste 1 heure. Si je me trompe, vous me virez. Si j'ai raison, vous économisez 140 000 € et 4 mois d'attente. Le silence était maintenant si total qu'on entendait le bruissement du vent dans les épis de blé encore debout dans le champ voisin. Bertrand a regardé sa montre Rolex, a regardé ses employés qui attendirent sa décision, a regardé à nouveau Élise avec son visage de 19 ans, mais ses yeux qui avaient déjà vécu tant de pertes. 1 heure. Mais tu travailles seul, tu ne touches à rien d'autre qu'au capteur dont tu parles. Et si tu casses quelque chose, ça sort de ton salaire. Il a fait un geste vers les autres. Allez, tout le monde au travail.
Retour dans 1 heure pour voir la petite miracle, ou son échec. Les rires nerveux ont repris, mais cette fois moins fort, moins sûr. Les hommes sont partis vers leurs différents postes, certains jetant des regards en arrière vers Élise, restée seule près du tracteur géant. Monsieur Bertrand et les 3 mécaniciens sont allés prendre leur pause café dans la cantine de la ferme, à 300 mètres de là, derrière les silos à grains. Élise s'est retrouvée seule dans le champ immense, avec pour seule compagnie ce monstre mécanique de 15 tonnes et 410 chevaux qui refusait de démarrer. Elle a fermé les yeux 1 seconde, a pensé à son père, à sa voix grave qui disait toujours « Une machine, ça ne ment jamais ». Ce sont les hommes qui interprètent mal ce qu'elle dit. Écoute vraiment, Élise. Écoute avec ton cœur autant qu'avec tes oreilles. Elle a ouvert la portière de la cabine, s'est hissée sur le marchepied, s'est installée dans le siège du conducteur où le tissu gardait encore la chaleur du dernier chauffeur qui avait tenté de faire tourner le moteur. L'écran tactile Command Center affichait toujours le message d'erreur en lettres rouges. Défaillance système injection. Arrêt immédiat requis. Élise a allumé le contact sans démarrer le moteur, juste pour activer les systèmes électroniques. Elle a navigué dans les menus de diagnostic embarqués, ces écrans que normalement seuls les techniciens certifiés consultent avec leurs ordinateurs spécialisés. Mais son père lui avait appris que les machines modernes gardent une mémoire, un journal de bord de tout ce qui se passe. Elle a trouvé l'historique des alertes, a remonté le fil des événements. Le premier message d'erreur était apparu exactement 72 heures plus tôt, à 15h23. Pression rail injection hors limite, 2847 bars détectés. La pression normale d'un système Common Rail sur ce moteur devait être entre 1800 et 2000 bars. 2847 bars était physiquement impossible. Cela aurait fait exploser le rail. L'ordinateur de bord avait raison de déclencher l'alerte. Mais Élise savait, elle savait, que cette pression n'était pas réelle. C'était le capteur qui délirait en voyant des données aberrantes. Elle est descendue de la cabine, a ouvert le capot moteur. Le PowerTech PSS se présentait dans toute sa complexité. 6 cylindres en ligne, injecteur haute pression, turbocompresseur, échangeur air-air, faisceau de câbles électriques, tuyaux hydrauliques, sonde de température, capteurs partout. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas, c'était un labyrinthe incompréhensible. Pour Élise, c'était un livre ouvert. Elle a localisé le rail Common Rail, cette pièce cruciale qui distribue le gasoil sous très haute pression aux 6 injecteurs. Et là, fixé sur le rail, elle a trouvé le capteur de pression, une petite pièce cylindrique de 8 cm de long, 3 cm de diamètre, avec un connecteur électrique à 4 broches. Elle a posé sa main sur le rail, a fermé les yeux, a senti la température. Le métal était froid, normal pour un moteur arrêté depuis 3 jours. Mais quelque chose clochait. Elle a pris une lampe torche dans sa poche, a examiné le capteur de près. Là, presque invisible, elle a vu une trace d'oxydation verte sur une des broches du connecteur électrique. Contact défectueux, humidité infiltrée, faux signal. Élise a sorti de son sac à dos la vieille mallette à outils de son père. Elle l'avait apportée ce matin sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être une intuition, peut-être le besoin de sentir Michel près d'elle. Elle a pris un multimètre Fluke, l'outil de diagnostic électrique préféré de son père, usé par 40 ans d'utilisation, mais toujours parfaitement calibré. Elle a débranché le connecteur du capteur, a mesuré la résistance entre les broches. Les valeurs étaient erratiques, changeant constamment, signe clair d'un faux contact. Elle a nettoyé délicatement les broches avec du spray contact électrique, RuBD 40, a utilisé une petite brosse métallique fine pour enlever l'oxydation, a rebranché le connecteur, a mesuré à nouveau. Cette fois, les valeurs étaient stables, dans les normes. Mais elle savait que le capteur lui-même était probablement endommagé par cette oxydation prolongée. Il fallait le remplacer. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas de capteur de rechange. Ces pièces coûtent entre 350 et 600 € selon les modèles. Et le stock de la ferme ne devait pas en avoir, puisque c'était une panne rare,
selon les techniciens. Mais Élise s'est souvenue d'un détail. Son père gardait toujours quelques pièces de récupération, des composants pris sur des machines, en fin de vie pour dépannage d'urgence. Dans le petit studio où elle vivait, dans un carton qu'elle n'avait jamais eu le courage d'ouvrir depuis la mort de Michel, il y avait peut-être... Elle a regardé sa montre. 25 minutes s'étaient écoulées. 35 minutes restantes. Son studio était à 15 kilomètres. Impossible d'y aller et revenir. Elle devait trouver une solution ici. Alors elle a réfléchi différemment. Si le problème était un faux signal envoyé à l'ordinateur, peut-être pouvait-elle recalibrer l'ordinateur pour qu'il ignore ce capteur défectueux et utilise les paramètres par défaut du moteur. C'était risqué. Ce n'était pas la solution idéale, mais cela permettrait au moins de démarrer le moteur pour prouver que le diagnostic de défaillance irrémédiable était faux. Elle est retournée dans la cabine à chercher dans les menus avancés du Command Center, ceux normalement protégés par mot de passe technicien. Mais son père lui avait appris qu'il existait toujours un code de maintenance d'urgence, un code universel que les ingénieurs laissent pour les situations critiques. Elle a essayé plusieurs combinaisons qu'elle avait vu Michel utiliser sur d'autres machines. Au 5e essai, le menu s'est déverrouillé. Elle était dans les paramètres moteurs, là où on pouvait modifier les seuils d'alerte, désactiver certains capteurs, forcer certains modes de fonctionnement. Elle a navigué jusqu'aux paramètres du système d'injection, a trouvé le capteur de pression rail, a vu qu'il était en mode actif, arrêt si hors limite. Elle a changé le paramètre en actif, alerte seulement, ce qui signifiait que même si le capteur envoyait des valeurs aberrantes, le moteur ne se mettrait plus automatiquement en sécurité. Ensuite, elle a forcé l'ordinateur à utiliser les valeurs de pression théoriques basées sur la vitesse du moteur et la charge, ignorant les données du capteur défectueux. C'était du bricolage électronique, loin des standards John Deere, mais c'était intelligent, calibré, basé sur une compréhension profonde de comment ces systèmes fonctionnent vraiment. Elle a sauvegardé les modifications, a redémarré l'ordinateur de bord. L'écran s'est éteint puis rallumé, le message d'erreur rouge avait disparu. À la place, une simple alerte jaune, capteur pression rail, vérification recommandée. Élise a respiré profondément. Moment de vérité. Elle a tourné la clé de contact en position démarrage. Le démarreur a cranté, entraînant le moteur. 1 seconde, 2 secondes. Le moteur a toussé une fois, puis une deuxième fois. Et soudain, le magnifique son d'un PowerTech PSS de 410 chevaux s'est élevé dans l'air matinal de Bourgogne. Le moteur ronronnait, régulier, puissant, aucune vibration anormale, aucun bruit suspect. Élise a regardé les jauges sur l'écran. Pression d'huile normale, température normale, régime moteur stable à 1200 tours par minute au ralenti. Elle a doucement accéléré, amenant le régime à 1800 tours. Le moteur a répondu instantanément, sans hésitation. Elle a enclenché la transmission, a avancé le tracteur de 10 mètres dans le champ, a testé le système hydraulique en levant l'attelage arrière. Tout fonctionnait parfaitement. 48 minutes s'étaient écoulées depuis que les hommes étaient partis. Élise a laissé le moteur tourner au ralenti, est descendue de la cabine, s'est tenue à côté du tracteur dont l'échappement crachait ce léger brouillard bleuté caractéristique d'un diesel qui brûle propre. Ses mains tremblaient légèrement, pas de peur, mais de cette adrénaline qui vient quand on sait qu'on a fait quelque chose d'important, qu'on a prouvé quelque chose. Elle a pensé à son père, a imaginé son sourire, l'aurait entendu dire « Je savais que tu y arriverais, ma fille. Je l'ai toujours su. » Une larme a coulé sur sa joue, qu'elle a essuyée rapidement avec le dos de sa main tachée de graisse. Elle ne voulait pas qu'il la voie pleurer quand il reviendrait. Elle voulait qu'il la voie debout, calme, à côté d'un moteur qui tournait alors qu'on leur avait dit qu'il était mort. À exactement 1 heure,
Presque à la minute près, M. Bertrand est revenu, accompagné de ses 3 mécaniciens et d'une dizaine d'autres employés curieux de voir ce qui s'était passé. Ils marchaient d'un pas tranquille, certains encore avec leur tasse de café à la main, s'attendant clairement à trouver Élise découragée à côté d'un tracteur toujours silencieux. Mais à 100 mètres de distance, ils ont entendu le son. Ce ronronnement puissant, régulier, impossible à confondre. Quelqu'un a dit « C'est quoi ce bruit ?» et un autre a répondu « Non, c'est pas possible ». Monsieur Bertrand a accéléré le pas, presque couru les derniers 50 mètres. Et là, il a vu le John Deere 8R 410, son tracteur de 475 000 €, tourner au ralenti, l'échappement fumant légèrement, tous les voyants au tableau de bord, affichant vert. Et à côté, Élise, debout, les bras croisés, le visage calme, attendant. Le silence qui s'est installé était d'une nature différente du silence de tout à l'heure. Ce n'était plus un silence moqueur, mais un silence de stupéfaction absolue, presque de choc. Bertrand s'est approché du tracteur comme s'il s'agissait d'un mirage, a touché le capot qui vibrait légèrement sous l'effet du moteur, a regardé l'écran qui affichait des paramètres normaux. « Comment tu as fait ça ?» Sa voix était faible, presque brisée. Didier, le mécanicien en chef, a grimpé dans la cabine sans demander la permission, a vérifié les écrans, a consulté l'historique. Le message d'erreur critique a disparu. Il y a juste une alerte jaune sur le capteur de pression, mais le moteur tourne parfaitement. Il est redescendu, a regardé Élise avec des yeux ronds. « Qu'est-ce que tu as fait exactement ?» Élise a expliqué calmement, posément, en termes techniques mais clairs. Le capteur défectueux, l'oxydation sur les broches, les faux signaux envoyés à l'ECU, la modification des paramètres pour permettre au moteur de fonctionner en mode dégradé sécurisé jusqu'à ce qu'un nouveau capteur soit installé. Le technicien John Deere a lu les codes d'erreur et a conclu à une contamination, parce que c'est la panne la plus fréquente quand le système affiche ses valeurs de pression aberrantes. Mais il n'a pas vérifié physiquement le capteur lui-même. C'est une erreur de diagnostic classique, faire confiance aux ordinateurs sans vérifier les composants physiques. Elle a sorti de sa poche le connecteur qu'elle avait nettoyé, a montré les traces d'oxydation. Regardez, contact défectueux. Humidité infiltrée, ça arrive sur les machines qui travaillent dans des conditions humides, surtout après les périodes de moisson où il y a beaucoup de poussière mouillée. Jean-Pierre, un des mécaniciens, a hoché la tête lentement. C'est vrai que la semaine dernière, il avait plu pendant qu'on moissonnait le blé au nord. Le tracteur a travaillé 2 jours dans la boue. Didier a pris le connecteur des mains d'Élise, l'a examiné avec attention, a vu ce qu'il n'avait pas pensé à vérifier. Merde. Elle a raison, c'est juste le capteur, pas le système complet. Il a levé les yeux vers Bertrand. Monsieur, elle vient de vous économiser 140 000 € et 4 mois d'attente. Le silence est retombé. Tous les regards étaient maintenant sur Monsieur Bertrand, attendant sa réaction. L'homme qui, 1 heure plus tôt, se moquait d'une gamine de 19 ans, qui humiliait publiquement celle qu'il considérait juste bonne à nettoyer les outils, cet homme se tenait maintenant devant la preuve irréfutable de sa propre ignorance et de son injustice. Bertrand a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé le tracteur qui tournait, a regardé Élise qui le fixait avec ses yeux verts calmes, sans triomphe, sans arrogance, juste avec la tranquille assurance de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. Quelque chose s'est brisé en lui à ce moment-là. Peut-être était-ce la honte. Peut-être était-ce le poids de toutes ses certitudes qui s'effondraient. Peut-être était-ce le souvenir de sa fille qu'il avait rejetée parce qu'elle était une femme. Sa voix, quand il a finalement parlé, était rauque, presque inaudible. Je te dois des excuses. Des excuses à toi et au souvenir de ton père. » Il a baissé les yeux, cet homme grand et arrogant, a regardé ses chaussures de ville couvertes de poussière de champ. J'ai été injuste, méprisant et complètement idiot. Il a relevé la tête et dans ses yeux, il y avait quelque chose que personne n'avait vu depuis longtemps, de la vulnérabilité, de l'humilité réelle. Michel Moreau était un génie de la mécanique, je le savais, tout le monde le savait. Et toi
Toi, tu es sa fille. Tu as hérité de son talent. Et moi, j'ai été trop aveugle, trop orgueilleux pour le voir. » Les employés autour étaient figés, témoins d'un moment extraordinaire. Leur patron, l'homme qui ne s'excusait jamais, qui ne reconnaissait jamais ses torts, était en train de s'incliner moralement devant cette jeune femme qu'ils avaient tous, eux aussi, méprisée. Marc, le chauffeur qui avait lancé la moquerie initiale, a baissé la tête, gêné. Didier a tendu la main vers Élise, un geste de respect entre mécaniciens. « Je dois reconnaître que j'aurais dû t'écouter plus souvent. Tu sais des choses que nous, on ne sait pas. » Élise a serré la main qu'il lui tendait, a senti la callosité des paumes, les mains d'un homme qui travaille vraiment. « Vous savez aussi beaucoup de choses. On pourrait apprendre les uns des autres, au lieu de se mépriser. » C'était dit sans amertume, avec une maturité qui dépassait ses 19 ans. Mais le moment décisif est venu quand une voiture s'est approchée du champ, une Mercedes classe E noire, qui roulait lentement sur le chemin de terre. Elle s'est arrêtée près du groupe et un homme d'une 60aine d'années en est descendu, habillé d'un costume gris impeccable. C'était monsieur Philippe Dumas, le président de la coopérative agricole régionale, un homme qui représentait plus de 80 exploitations, qui gérait des budgets de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui étaient respectés dans toute la Bourgogne. Bertrand est allé à sa rencontre, surpris. « Philippe, qu'est-ce que tu fais là ?» Dumas a souri. « J'étais venu voir où en était la situation avec ton tracteur. On m'a dit ce matin que tu avais un gros problème, 140 000 € de réparation. Je venais te proposer un prêt relais si tu en avais besoin. » Il a regardé le John Deere qui tournait tranquillement. Mais apparemment, le problème est réglé. Bertrand a hésité, puis a fait un geste vers Élise. « C'est elle qui l'a réparé, Élise Moreau, la fille de Michel. » Le visage de Dumas s'est illuminé. « Michel Moreau, le légendaire Michel Moreau de Châlons ?» Il s'est approché d'Élise, l'a regardée avec un intérêt intense. « J'ai connu votre père, mademoiselle, pas personnellement, mais de réputation. Il a sauvé ma coopérative en 2015, quand notre batteuse principale est tombée en panne en pleine moisson. 3 autres mécaniciens avaient échoué. Lui a trouvé le problème en 20 minutes. Un génie. Et vous avez son talent ?» Élise a hoché modestement. « Il m'a tout appris. » Dumas a écouté attentivement pendant que Didier expliquait ce qui s'était passé, le diagnostic erroné du technicien John Deere, la solution trouvée par Élise en 1 heure, les 140 000 € économisés. Quand Didier a terminé, Dumas est resté silencieux un moment, réfléchissant. Puis il s'est tourné vers Bertrand avec un regard sérieux. « Gérard, tu réalises ce que tu as ici? Tu as sous ton nez une mécanicienne exceptionnelle, et tu la traites comme... comme quoi, au juste ?» Bertrand a rougi, profondément gêné. « J'ai fait une erreur, une grosse erreur. » Dumas a hoché la tête. « Oui, tu as fait une erreur, mais tu peux la réparer. » Il s'est tourné vers Élise. « Mademoiselle Moreau, puis-je vous poser une question? Quel est votre salaire actuel ?» Élise a hésité, puis a répondu honnêtement. 1 300 € net par mois. Le silence qui a suivi était chargé d'indignation. Dumas a regardé Bertrand avec une expression proche du dégoût. « Tu paies une mécanicienne du niveau de Michel Moreau le salaire minimum? Gérard, j'ai toujours pensé que tu étais un homme d'affaires intelligent. Là, je me rends compte que tu es juste un idiot. » Bertrand a encaissé l'insulte sans répondre, sachant qu'il la méritait. Dumas a continué, s'adressant maintenant à Élise. « Mademoiselle, je vais être direct. Notre coopérative cherche un chef mécanicien pour superviser l'entretien et la réparation de toutes les machines de nos adhérents. Le poste est basé à Beaune, salaire de départ 3 200 € net par mois, plus prime, plus véhicule de fonction, plus formation continue aux États-Unis chez John Deere et Claas. Nous avons un atelier moderne, une équipe de 8 mécaniciens et un budget annuel d'1 million d'euros. Si vous acceptez, le poste est à vous. » L'offre est tombée comme une bombe. 3 200 €, plus du double de son salaire actuel. Un poste de chef, de la reconnaissance, du respect.
Élise a regardé M. Bertrand qui la fixait avec des yeux suppliants, comme s'il venait de réaliser qu'il était sur le point de perdre quelque chose de précieux. Et dans un élan de générosité qui surprit tout le monde, y compris elle-même, Élise a dit à Dumas, « Votre offre est extraordinaire, monsieur. Mais je voudrais donner une chance à M. Bertrand de faire les choses correctement. Pas pour moi, pour lui. Parce que l'humiliation que j'ai vécue, je ne la souhaite à personne, même à ceux qui me l'ont infligée. » Elle s'est tournée vers Bertrand. « Si vous m'offrez un poste de mécanicienne, en titre, avec un salaire décent et le respect qui vient avec, si vous acceptez que je forme les autres employés sur les techniques que mon père m'a apprises, et si vous créez ici une vraie culture de respect, indépendamment du genre ou de l'âge, alors je reste. Sinon, j'accepte l'offre de M. Dumas. » Bertrand n'a pas hésité une seconde. « Oui, oui à tout. Mécanicienne en chef de la ferme. 2800 € pour commencer. 3000 dans 6 mois, si tu prouves ce que je sais maintenant que tu peux prouver. Tu formes qui tu veux, comme tu veux. Et je vais apprendre à écouter, à respecter, à ne plus juger les gens sur leur apparence ou leur sexe ou leur âge. » Il a tendu la main. « Je te promets que je serai différent. Pas parfait, je ferai des erreurs, mais je vais essayer. Vraiment essayer. » Élise a regardé cette main tendue, a pensé à toutes les humiliations, à tous les moments où elle avait été ignorée, méprisée. Mais elle a aussi pensé à son père qui disait toujours « Donne une chance aux gens de changer. L'erreur est humaine, le pardon aussi. » Elle a serré la main de Bertrand. « D'accord, on essaye. » Dumas a souri, satisfait. « Bien, mon offre reste valable si jamais les choses ne marchent pas ici. Mais j'espère que Gérard ne sera pas assez stupide pour te laisser partir. » Il s'est retourné vers sa Mercedes, puis s'est arrêté. « Ah, et mademoiselle Moreau, je voudrais que vous interveniez comme consultante pour notre coopérative quand nous avons des pannes complexes. Tarif de 300 € de l'heure. Êtes-vous intéressé ?» 300 € de l'heure. Élise a calculé rapidement. Même quelques heures par mois représenteraient un complément substantiel. « Oui, monsieur. Avec plaisir. » Dumas est parti, laissant derrière lui un groupe d'hommes transformés et une jeune femme qui venait de changer le cours de sa vie en 1 heure de travail silencieux et compétent. Les jours suivants ont été étranges. Élise a commandé un nouveau capteur de pression Ryle original John Deere, 380 €, arrivé 2 jours plus tard. Elle l'a installé en 40 minutes, a recalibré l'ordinateur de bord selon les paramètres d'usine, et le tracteur est reparti dans les champs sans le moindre problème. Le rapport du technicien John Deere recommandant 140 000 € de réparation a été archivé avec une note manuscrite de Bertrand. Diagnostic erroné, résolu en interne. Leçon apprise sur l'importance de vérifier physiquement les composants. Élise a reçu son nouveau contrat de travail. Mécanicienne en chef, ferme Bertrand, salaire mensuel de 2800 € net, avec clause d'augmentation programmée. Elle a déménagé de son petit studio au-dessus du garage dans un appartement 2 pièces plus confortable à Beaune. 30 minutes de la ferme, avec une cuisine où elle pouvait enfin cuisiner correctement et un salon où elle a installé les photos de ses parents. Mais le changement le plus profond était dans l'atmosphère de la ferme. Bertrand a organisé une réunion avec tous les employés où il a publiquement reconnu ses torts, pas seulement envers Élise, mais envers tous ceux qu'il avait traités avec mépris au fil des ans. « J'ai été un patron arrogant. J'ai jugé les gens sur leur diplôme, leur apparence, leur origine, au lieu de les juger sur leurs compétences et leur caractère. Ça change maintenant. Il a créé un système où chaque employé, indépendamment de son poste, pouvait proposer des améliorations, suggérer des solutions, être entendu. Didier, le mécanicien en chef qui avait douté d'Élise, est devenu son élève le plus assidu, prenant des notes pendant qu'elle lui expliquait les techniques de diagnostic que Michel lui avait transmises. Marc, le chauffeur qui s'était moqué d'elle, s'est excusé personnellement et est devenu un de ses plus fervents défenseurs. 6 mois plus tard, en mars 2024, la ferme Bertrand avait changé au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer.
Élise avait formé les 3 mécaniciens sur des techniques avancées de diagnostic, réduisant le temps moyen de réparation de 30% et les coûts de pièces détachées de 20%. Elle avait mis en place un système de maintenance préventive basé sur les principes de son père. Écouter les machines, sentir les changements avant qu'ils ne deviennent des pannes. Le tracteur John Deere 8R410 tournait parfaitement, avait labouré et travaillé 450 hectares sans le moindre problème depuis sa résurrection. Mais plus important encore, Bertrand avait embauché 2 autres femmes, une comme chauffeur de moissonneuse et une autre comme responsable logistique, prouvant que ses promesses n'étaient pas que des mots. Et Gérard Bertrand lui-même avait changé d'une manière que personne n'aurait cru possible. L'humiliation publique qu'il avait vécue ce jour de septembre, voir sa propre ignorance exposée devant ses employés, avait fissuré son armure d'arrogance. Il avait commencé à écouter vraiment, pas seulement Élise, mais tous ses employés. Il avait appelé sa fille, avec qui il n'avait pas parlé depuis 3 ans, s'était excusé pour l'avoir rejetée, lui avait proposé de revenir si elle voulait. Elle n'était pas revenue tout de suite, mais ils parlaient maintenant régulièrement au téléphone, reconstruisant lentement une relation brisée. Il avait rejoint un groupe de thérapie pour hommes travaillant sur la masculinité toxique et les préjugés de genre, chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire 6 mois plus tôt. Ce n'était pas une transformation complète. Il avait encore ses moments d'impatience, ses réflexes d'arrogance, mais il se rattrapait, s'excusait, apprenait. 1 an après le jour où elle avait réparé le tracteur, en septembre 2024, Élise a lancé son propre projet. Avec les économies qu'elle avait accumulées grâce à son nouveau salaire et aux consultations pour la coopérative, elle a créé l'atelier Michel Moreau, une école de formation gratuite pour jeunes en difficulté, filles et garçons qui voulaient apprendre la mécanique agricole. Bertrand lui a prêté un ancien hangar de la ferme, rénové à ses frais, équipé d'outils et de machines d'occasion. Dumas a fourni des tracteurs hors service pour que les élèves puissent apprendre. Didier et les autres mécaniciens de la ferme sont devenus instructeurs bénévoles le samedi. La première promotion comptait 12 élèves, dont 7 filles, âgées de 16 à 22 ans, certains sortant de foyers, d'autres de familles en difficulté, tous cherchant une chance de construire un avenir. Élise enseignait avec la même patience que son père avait eue avec elle. Elle leur transmettait non seulement les techniques, mais aussi la philosophie. Respecter les machines, écouter vraiment, ne jamais juger quelqu'un sur son apparence, donner à chacun une chance de prouver sa valeur. Elle gardait toujours la mallette d'outils de Michel dans un coin de l'atelier, posée sur une étagère, avec une photo de lui souriant à côté d'un vieux tracteur Renault qu'il venait de réparer. Les élèves savaient que cette mallette était sacrée, symbole du savoir transmis de génération en génération, de l'amour d'un père pour sa fille, du talent qui n'a ni genre ni frontières. 2 ans après la panne du tracteur, en septembre 2025, l'histoire d'Élise s'était répandue bien au-delà de la Bourgogne. Un magazine agricole national, Terre et Technologie, lui avait consacré 6 pages, avec des photos d'elle travaillant sur une batteuse, enseignant à ses élèves, debout fièrement devant le fameux John Deere 8R410. Le titre de l'article était « Élise Moreau, quand le talent fait taire les préjugés ». L'article racontait son histoire, mais aussi celle de son père, rendant hommage à Michel Moreau, dont le nom résonnait à nouveau dans le milieu agricole. Des dizaines de jeunes femmes à travers la France ont écrit à Élise, disant que son histoire leur avait donné le courage de poursuivre des carrières dans la mécanique, l'agriculture, l'ingénierie, malgré le machisme qu'elles rencontraient. La ferme Bertrand était devenue un modèle d'égalité et de respect cité dans les études de cas de management. Gérard Bertrand donnait maintenant des conférences dans les chambres d'agriculture sur comment j'ai appris à dépasser mes préjugés, racontant honnêtement son parcours de la honte à la rédemption. Ce jour de septembre 2023, une jeune femme de 19 ans m'a donné la plus grande leçon de ma vie. Elle m'a montré que le diplôme ne vaut rien sans l'humilité, que la richesse ne vaut rien sans le respect, et que le vrai talent peut être caché sous l'apparence la plus humble.
J'aurais pu rester l'homme arrogant que j'étais. Au lieu de ça, j'ai choisi d'apprendre, de changer, de devenir meilleur. Et ma vie en est infiniment plus riche. L'atelier Michel Moreau avait formé en 2 ans 38 élèves, dont 26 avaient trouvé un emploi stable dans la mécanique agricole, certains dans des coopératives, d'autres dans des concessions. 2 avaient même ouvert leur propre atelier de réparation. 4 d'entre eux étaient des filles qui, sans cette chance, seraient probablement restées enfermées dans des stéréotypes, leur disant que la mécanique n'était pas pour elles. L'école avait reçu une subvention régionale de 80 000 € pour s'agrandir, permettant d'accueillir 24 élèves par an. Des mécaniciens à la retraite de toute la région s'étaient portés volontaires pour enseigner, transmettant leur savoir à cette nouvelle génération qui apprenait que le respect et la compétence n'ont ni âge, ni genre, ni origine sociale. Par un matin d'automne 2025, exactement 2 ans jour pour jour, après avoir réparé le tracteur, Élise se tenait dans l'atelier de l'école, regardant ses nouveaux élèves travailler sur une vieille moissonneuse classe. Une jeune fille de 17 ans, Amina, venue d'un quartier difficile de Dijon, avait diagnostiqué correctement un problème de courroie d'entraînement que même un élève plus âgé n'avait pas vu. Élise s'est approchée, a posé sa main sur l'épaule d'Amina. « Bien joué, tu as l'oreille, tu as l'instinct, tu as tout ce qu'il faut. » Amina a souri, ce sourire lumineux de quelqu'un qui vient de découvrir qu'il a de la valeur. « Merci, Élise. C'est grâce à vous, grâce à votre histoire. Quand j'ai lu l'article dans le magazine, j'ai su que je pouvais le faire aussi. » Élise a regardé autour d'elle, a vu tous ces jeunes, filles et garçons, pauvres et riches, de toutes origines, travaillant ensemble, s'entraidant, apprenant. Elle a pensé à son père, à tout ce qu'il lui avait transmis, non seulement les compétences techniques, mais aussi les valeurs, la dignité du travail bien fait, le respect de chacun indépendamment de qui il est, la générosité de partager son savoir. « Papa, j'espère que tu es fier », a-t-elle murmuré pour elle-même. « Tout ça, c'est grâce à toi. Ton héritage ne meurt pas avec toi. Il grandit, il se multiplie, il touche des vies que tu n'aurais jamais imaginées. » Ce soir-là, Élise a été invitée à dîner chez Gérard Bertrand, quelque chose qui était devenu une tradition mensuelle. Mais cette fois, sa fille Mathilde était là, revenue de Paris où elle travaillait comme ingénieure chez Renault. C'était la première fois qu'elle voyait son père depuis qu'ils s'étaient réconciliés. Le dîner s'est passé dans une atmosphère chaleureuse, presque familiale. Mathilde a raconté comment l'histoire d'Élise l'avait inspirée à proposer chez Renault un programme de mentorat pour les femmes ingénieures, programme qui avait été accepté et comptait maintenant 45 participantes. Tout a commencé en lisant l'article sur toi. J'ai réalisé que si tu pouvais transformer mon père, alors je pouvais transformer mon entreprise. Bertrand a levé son verre de Bourgogne blanc, un Meursault 2022. Je veux porter un toast à Élise qui a sauvé non seulement mon tracteur, mais aussi mon âme. À Michel Moreau, dont le génie continue à vivre à travers sa fille extraordinaire. Et à tous ceux qui, comme moi, ont appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour devenir meilleur, pour respecter vraiment. Ils ont trinqué, ces 3 personnes dont les vies avaient été transformées par un simple acte de compétence calme face à l'humiliation injuste. Mathilde a ajouté, et à toutes les femmes qui refusent de se laisser définir par les préjugés des autres, qui restent calmes, qui font le travail et qui prouvent leur valeur sans avoir besoin de crier. La nuit était tombée sur la Bourgogne, cette belle région de vignes et de champs dorés. Quelque part dans un hangar transformé en école, des outils attendaient sagement le lendemain, quand de jeunes mains apprendraient à diagnostiquer, réparer, créer. Quelque part dans un champ, le John Deere 8R410 se reposait après une journée de labour, son moteur silencieux maintenant mais prêt à rugir à nouveau demain, témoin mécanique d'une leçon que les humains autour de lui n'oublieraient jamais. Et quelque part dans le cœur d'Élise, la voix de son père résonnait encore. Le talent n'a ni âge, ni genre, ni diplôme encadré au mur.
Le talent a juste besoin d'être reconnu, respecté et transmis à ceux qui viennent après. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un tracteur réparé. C'est l'histoire de combien les préjugés nous aveuglent, nous empêchent de voir la valeur extraordinaire qui existe chez les gens que nous méprisons. C'est l'histoire de comment une jeune femme de 19 ans, armée seulement de son savoir et de sa dignité, a changé non seulement sa propre vie, mais aussi celle de dizaines d'autres personnes. C'est l'histoire du pardon, de la rédemption, de la transformation. Gérard Bertrand aurait pu rester l'homme arrogant qu'il était, mais il a choisi l'humilité. Élise aurait pu se venger, écraser celui qui l'avait humilié, mais elle a choisi la générosité. Et ensemble, sans le savoir au début, ils ont créé quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, un exemple vivant que le changement est possible, que les erreurs peuvent être réparées, que la dignité triomphe toujours de l'arrogance. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé qu'il faut toujours donner une chance aux gens indépendamment de leur apparence, de leur âge, de leur genre, alors appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir plus d'histoires vraies qui restaurent la foi en l'humanité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, quelqu'un qui doute de sa valeur, quelqu'un qui fait face aux préjugés. Commentez en bas pour me raconter vos propres expériences de sous-estimation et de triomphe. Et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines histoires de dignité reconquise, de talent révélé, de vie transformée. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. À très bientôt.